Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce 25 octobre 2021. Primature de la République ce lundi matin, rencontre entre le chef du gouvernement Patrick Hachi et le secteur privé. Question au centre de leurs échanges, la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement des créances de l'État. À suivre en ouverture de cette édition, le point de cette rencontre avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Proposer des stratégies afin de travailler au bon positionnement des universités ivoiriennes dans le top 100 des meilleures universités africaines. Une réflexion sur la question est engagée avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. À suivre également dans ce journal des échos de ces réflexions. Et puis coup de force ce lundi matin au Soudan, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et décrété l'état d'urgence dans le pays. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. À la primature ce lundi matin, nous le disions à l'instant dans les titres, le chef du gouvernement Patrick Hachi a reçu le secteur privé, la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement des créances de l'État. Point à l'ordre du jour de cette rencontre. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Le 23 avril dernier, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le Conseil des ministres s'ouvrait au secteur privé. Une première pour traduire l'ambition de l'État, celle de faire du dit secteur une pièce maîtresse de l'économie. Ce lundi à la primature, l'heure était à la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement de créances de l'État. 6 groupes de travail ont été constitués pour travailler, réfléchir sur un certain nombre de problématiques. C'était des groupes de travail mixtes, État, secteur privé. Et nous rentrons maintenant dans la phase d'analyse du travail de ce groupe. Et à travers cette séance de travail de ce jour, présidée par M. le Premier ministre lui-même, nous sommes dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous permet d'être totalement confiants à ce qu'à l'issue de ce processus-là, un certain nombre de décisions, un certain nombre de points d'arbitrage soient clairement traités. Et pour aboutir à ces résultats probants, l'État a mis sur pied les groupes avec une démarche claire, discuter avec l'ensemble des acteurs, dissocier les points de consensus, ceux nécessitant des ajustements et ceux impliquant l'arbitrage du Premier ministre. Le secteur privé reste l'une des clés incontournables du développement. L'État ivoirien entend en être le plein catalyseur dans le processus de création de richesses. Et dans le fil de l'actualité, cette autre préoccupation, il faut réduire la fracture numérique en proposant plusieurs piliers axés autour de 3 stratégies. Au nombre de ces stratégies, la production d'un document d'orientation sur la stratégie numérique. Voici tout le sens des réflexions ouvertes par le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation autour de l'accélération de la transformation digitale et de l'innovation à l'auditorium de la primature au plateau. Les précisions de Franck Quadio. Le développement optimal du digital, une nécessité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions quant à une politique hardie de digitalisation. Bon, aujourd'hui, quand on prend les différents indices, nous sommes aux alentours de 120e pays. Donc, quand on prend sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le 2e ou le 3e pays selon les études. Notre ambition est de devenir, en tout cas en Afrique de l'Ouest, le premier pays. Et au niveau des autres indices, de descendre, en tout cas parmi les 100 premiers pays mondiaux. Et pour y parvenir, il faut multiplier les initiatives, auditorium de la primature, le secteur privé, la société civile, mais aussi les institutions publiques réunies autour du ministre de l'économie numérique réfléchissent sur l'accélération de la transformation digitale, car il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire un pays digital. Et donc, il était important que nous puissions élaborer une stratégie. Et maintenant, nous voulons la faire partager avec tous les acteurs du marché ivoirien, donc bien évidemment les autres ministères avec lesquels nous avons déjà interagi à plusieurs reprises, mais surtout avec le secteur privé et les grands partenaires basés en Côte d'Ivoire. Donc ces projets ont été faits en se basant sur Côte d'Ivoire 2030. Une stratégie qui s'appuie sur 7 piliers, dont le déploiement des infrastructures numériques et le développement des compétences, passant par la promotion d'une industrie numérique propice à l'innovation.
Et ce sont justement ces dernières, consignées dans plusieurs documents de référence, que sont venus présenter les différents experts de l'économie numérique à leurs partenaires. Le document final sera présenté à l'autorité publique avant la fin de l'année 2021. Et la deuxième phase du projet de l'opérationnalisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan vient d'être officiellement lancé par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Ce projet, rappelons-le, est né de la volonté des autorités ivoiriennes de doter les villes d'outils de planification capables d'insuffler un développement urbain durable. Partenaire technique de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Japon à travers l'Agence japonaise sur la coopération internationale, la JICA. Jean-Louis Pambo. C'est un document de planification urbaine qui fixe les grandes orientations de l'aménagement et du développement de l'agglomération abidjanaise à l'horizon 2030. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA, reste néanmoins à pas à faire pour lui garantir une mise en œuvre efficiente. En 2013, tout juste à la sortie de la crise, les projections que nous avons faites ne peuvent pas être justes. Quelques années plus tard, nous avons constaté, au regard du dynamisme économique, démographique et spatial de notre agglomération, qu'il y a nécessité de revoir les propositions qui ont été faites. Ce comité d'experts qui se réunit aujourd'hui a pour mission de mettre en place un mécanisme qui va renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du SDUGA, avec notamment l'appui technique et financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. La mise en œuvre de ce schéma directeur permettra notamment au ministère de la Construction d'encadrer le développement urbain durable du Grand Abidjan. Il constitue aujourd'hui le principal document d'orientation spatiale de tous les projets d'infrastructure sur le territoire du Grand Abidjan. Il permet en outre à mon département ministériel en charge de l'urbanisme d'encadrer plus efficacement le développement urbain du Grand Abidjan dans un cadre normatif conforme aux meilleures pratiques et dans une perspective durable. Au cours de cette réunion, les experts ont pu notamment réfléchir sur des questions comme la validation du calendrier et la structure de mise en œuvre du schéma directeur, ainsi que l'année de référence qui devrait être repoussée de 2030 à 2040. Parlons à présent de production avicole. Pour produire de la viande de volaille en quantité et en qualité, il faut améliorer les techniques d'élevage, les suppléments d'abattage, les équipements également. Telle est la stratégie du gouvernement. Ces initiatives ont été insérées dans 2 projets stratégiques. Ils ont été présentés à des professionnels du secteur. Il s'agit bien sûr de travailler à l'augmentation de la part de l'aviculture dans l'économie nationale. Lanciné Bakayoko. De 18 000 tonnes en 2012, la production nationale de viande de volaille culmine aujourd'hui à 70 000 tonnes. Malgré cette croissance de l'ordre de 400%, la Côte d'Ivoire peine toujours à couvrir la demande encore plus forte. D'où la mise en place de 2 importants projets structurants qui touchent tous les maillons de la chaîne des valeurs, à savoir le projet de modernisation du secteur avicole et le projet d'installation d'abattoirs industriels de volailles. Dans le cadre de la structuration de ces 2 projets, plus de 97% du financement mobilisé par l'État est directement profitable au secteur privé, dont une partie est orientée vers les activités industrielles, notamment les abattoirs, les infrastructures de conservation et de stockage et le projet d'installation d'une casserie d'œufs industrielle d'une capacité de 1 à 1,5 million d'œufs par jour. Des solutions solides qui viendront améliorer la compétitivité de l'ensemble de la filière avicole par la résorption des récurrents problèmes de commercialisation, d'accès aux intrants de qualité et surtout d'infrastructures. Ce projet va moderniser la filière et la modernisation permet un meilleur financement de la filière. Les organisations informelles ont des difficultés à se faire financer et donc tout cet environnement constitue un frein au développement de la filière. Des opportunités pour une meilleure professionnalisation des aviculteurs avec de bonnes perspectives socio-économiques pour la Côte d'Ivoire. Les aviculteurs, petits, moyens ou grands, pourront désormais vendre leur bande de poulets et de chair en une seule fois, toucher le fruit de leur labeur ainsi, produire au moins 6 fois dans le même bâtiment de l'année contre 3 à 4 fois actuellement et améliorer ainsi le revenu de la famille.
Le coût de réalisation des 2 projets avicoles s'élève à 57 milliards de francs CFA. Et puis, mesdames et messieurs, le saviez-vous, aucun établissement ivoirien d'enseignement supérieur ne figure dans le top 100 des meilleures universités africaines en 2021 pour inverser les choses et permettre par ricochet à nos établissements d'enseignement supérieur de gagner des places honorables dans ce top 100 des meilleures universités africaines. Des réflexions se tiennent sur initiative du Fonds pour la science, la technologie, le FONSTI. Pendant 3 jours, les acteurs de l'enseignement supérieur réfléchissent sur la question afin de proposer des stratégies. Godefroy Okamara. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur font l'objet d'un classement au niveau continental et international par des institutions habilitées. Au plan mondial, l'université américaine Harvard arrive en tête du classement. Au plan africain, l'université de Cape Town d'Afrique du Sud confirme son statut de leader sur les 200 meilleures universités africaines en 2021. La Côte d'Ivoire se positionne à la 197e place avec l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un classement peu honorable que le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation souhaite améliorer à travers ses ateliers de réflexion. Nous comprenons difficilement que certains pays africains, moins riches que la Côte d'Ivoire, ont leurs universités qui figurent parmi les meilleures universités du continent. Il nous faut donc nous ressaisir, mutualiser nos forces et tout faire pour que d'ici 2 ans, les universités publiques ivoiriennes figurent au moins parmi les 100 meilleures universités africaines. Ce changement de positionnement passe par la redynamisation du management et la Suisse soutient cet engagement des acteurs de l'enseignement supérieur. Puisque la Suisse finance le Centre suisse de recherche scientifique depuis 70 ans dans le pays, on a évidemment un intérêt à ce que les universités, les hautes écoles ivoiriennes soient bien classées dans le continent. Et si on peut y contribuer de manière directe ou indirecte, nous serons très satisfaits. Pour la tutelle, l'État mettra tout en œuvre pour y remédier. Sur le budget 2021, on avait environ 5 165 milliards qui étaient en jeu. Et sur les 5 165 milliards, vous aviez 1 395 milliards, soit un peu plus de 27% de ce budget qui était alloué à l'ensemble des 3 sous-secteurs du système éducatif. Ce qui est énorme comparé à ce qui s'est fait dans les autres pays de la sous-région. Mais malheureusement, quand on regarde le classement des 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est là-dedans. Alors, donc il faut faire en sorte que cette anomalie criarde soit corrigée pour une question de visibilité et de crédibilité même de nos universités. Ces réflexions devront permettre de dégager des pistes de solutions durables afin de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire vers le top 100 des meilleures universités du monde. Et on continue de parler d'éducation. Les groupements des parents d'élèves ne sont pas insensibles aux nouvelles réformes engagées au niveau de l'éducation nationale. Ils sont d'ailleurs prêts à accompagner ces réformes. Cette position, ils l'ont affirmé au cours d'une rencontre qu'ils ont eue avec la ministre de l'Éducation nationale à son cabinet. Autre point important à aborder, la suppression des frais COGES et la tenue des états généraux de l'éducation. Franck Quasio. États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, rôle et fonctionnement des associations de parents d'élèves, vente d'alcool aux abords des établissements scolaires, suppression des frais annexes des COGES, ce sont autant de sujets abordés au cours de ce premier rendez-vous entre la ministre Mariatou Koné et les associations de parents d'élèves. Nous voulons travailler vraiment de concert avec elles, constituer une force de proposition pour que cette école ivoirienne puisse retrouver son lustre d'antan. Toutes les associations de parents d'élèves qui sont aujourd'hui représentées ici sont tous d'accord pour le fait que les frais annexes et les frais COGES soient vraiment supprimés. Donc ça a été un ouf de soulagement pour nous les parents d'élèves. Quand on parle de développement, ce n'est pas l'école. On ne peut pas parler de développement sans toutefois mettre l'école en première position. Et donc nous, parents d'élèves, nous attendons beaucoup et surtout des IGNA qui vont trouver des solutions aux problèmes qui minent notre système. Continuer de jouer les premiers rôles dans la bonne éducation des enfants, une volonté des parents d'élèves saluée par la ministre, qui leur a réaffirmé par ailleurs l'engagement du gouvernement ivoirien à trouver les solutions idoines pour une éducation équitable et qualitative en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Tout le travail que nous faisons, c'est pour les parents. Quand un enfant réussit, c'est pour ses parents. Quand il ne réussit pas, c'est pour ses parents. Donc, nous les mettons en mission afin qu'ils nous aident à les aider dans la formation de leurs enfants.
pour une école de qualité. Cette rencontre qualifiée de franche et conviviale par les deux parties s'inscrivait dans le cadre des rencontres avec tous les différents acteurs du système éducatif, des rencontres initiées par le professeur Mariatou Koné depuis sa prise de fonction. Et pour ce premier rendez-vous, ce sont 6 groupements de parents d'élèves sur les 7 existants qui ont répondu présents. Et quittons les chemins de l'éducation nationale pour parler des filières socio-productifs. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, accompagnée d'une délégation de la Banque mondiale, était sur le terrain dans certains villages de la région du Bélier pour s'enquérir de l'évolution des activités mises en place par certains bénéficiaires du projet filières socio-productifs. Objectif de ce projet, sortir les ménages les plus démunis de la pauvreté. Une visite qui entre dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours du projet. C'est ce que nous rapporte Salima Toutia. À Sakiaré village, sous-préfecture de Lolobo, dans la région du Bélier, Bédel s'est reconverti en couturier il y a de cela 3 ans, alors qu'il tentait tant bien que mal de trouver son gagne-pain quotidien dans le métier de tisserand. Avant, je tissais des pailles. Quand je tisse les pailles, des fois, au lieu de faire, je travaille le fil, je mets au moins 5 jours avant de finir les fils. Et puis, c'est moi-même, je tisse encore. Je m'en sors même pas même. Voilà 3 ans qu'il a intégré la 2e cohorte du projet filets socio-productifs. Pour Bédel, c'était comme voir le bout du tunnel. Comme le filet social est venu, à 3e, 4e versement, j'ai donné ça à un Libanais. Donc il m'a donné la machine de travail payé. Donc depuis ce jour-là, je m'en sors très bien. Avec sa propre machine, il encaisse par jour en moyenne 5 000 francs CFA de marge de bénéfice. Il arrive ainsi par mois à subvenir aux besoins de sa famille. Ils envoient le pain et puis je raccommode. Et pour leur donner, par jour, je gagne 5 000. 2 fois, ça va dans 10 000, 40 pains. 2 fois, ça va dans 2500. Bédel se dit épanoui aujourd'hui grâce à son activité. Il a reçu une visite particulière à son atelier, celle de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dès la fin de ce mois d'octobre 2021, il devra se prendre en charge financièrement, car les 36 000 francs CFA de transfert monétaire trimestriel du projet filets socio-productifs ne s'effectuent que sur une durée de 3 ans, par ménage bénéficiaire. Vous pouvez monter un projet. Et là, maintenant, le ministère vous accompagne. Ici, dans le village de Sakiaré, ils sont 85 ménages bénéficiaires. On peut donc absorber un volume de ressources aujourd'hui d'à peu près 35 millions de francs CFA, donc qui ont été redistribués en cash transfert tous les 3 mois. Le gouvernement a instruit aux fins de ce qu'on puisse donner une allocation qui constitue, n'est-ce pas, un transfert équivalent à 2 trimestres qui sont payés en une fois. Donc c'est une sorte de subvention de sortie qui a été également payée à l'ensemble des 87 ménages du village de Sakiaré. Une manne financière que certains ménages ont voulu capitaliser au maximum en se constituant en groupement de bénéficiaires. C'est le cas du doyen Amani. Son groupement enregistre 4 femmes et 6 hommes. On a au moins sur 15 000, voire même 20 000 par jour. Pour le moment, on ne se partage pas parce qu'on attend à ce que ça soit évolutif, afin que celui qui a une difficulté, on va lui en aide. Leur stratégie à eux, accumuler le bénéfice et investir dans d'autres activités génératrices de revenus avec l'allocation trimestrielle du projet filets sociaux. On a un champ de manioc et puis on a prévu encore faire l'élevage parce que déjà l'hangar est construit. Sur le terrain, la ministre Belmonde Dogo et la délégation de la Banque mondiale en visite dans le cadre du bilan à mi-parcours du projet se disent impressionnés de l'utilisation faite de ces ressources. Et on sent qu'en plus du transfert monétaire, il y a eu un vrai accompagnement par les consultants agents communautaires. Ça permet vraiment aux bénéficiaires d'avoir parcouru un long chemin. Et l'idée est aujourd'hui de travailler avec le gouvernement pour vraiment pérenniser tous les acquis qui ont été faits aujourd'hui. Pour nous, l'accompagnement ne sera pas financier, mais l'accompagnement sera un accompagnement de coaching. L'enrôlement de nouveaux ménages est à l'horizon avec toujours les mêmes critères de sélection et en ligne de mire, sortie les Ivoiriens du cercle vicieux de la pauvreté. Et pour réussir ces entreprises, il faut continuer surtout de demeurer en bonne santé, ce qui suppose de continuer d'observer les mesures barrières édictées contre la Covid-19 à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier dimanche 24 octobre 2021 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 3107 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 46 guéris et 0 décès. À la date donc du 24 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 205 cas confirmés, dont 59 791 personnes guéries, 690 décès et 724 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 077 179 le 23 octobre. 16 229 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 049 776 doses du 1er mars au 23 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, rappelons-le, invite toutes les personnes âgées de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé dans cette édition dans le département de Mimignan, région du Folon. La fondation Lonassi vient d'offrir une maternité, une infirmerie à Kimbiri-la-Nord et une villa 4 pièces pour le corps médical, des dons au profit des populations de Kimbiri-la-Nord, estimées à plus de 80 millions de francs CFA. Ami Sissoko. Région du Folon, département de Mimignan. La Fondation Lonassi vient de renforcer la capacité de prise en charge des patients en offrant un centre de santé intégré à Kimbiri-la-Nord, à savoir une maternité indispensaire. Le cadre de vie du personnel soignant a été aussi amélioré. Il bénéficie d'une villa de 4 pièces, une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires qui traduisent leur reconnaissance à la Fondation de la Loterie nationale. Sur 10 femmes qui tombent enceintes, seules 4 démarrent la consultation au premier trimestre. Alors que notre objectif, c'est de voir au moins 9 femmes démarrer la consultation au premier trimestre afin de recevoir tout ce qui est prestations liées à la mère pour éviter les décès lors de l'accouchement. D'un montant de plus de 80 millions de francs CFA, ce don de la Fondation Lonassi s'inscrit dans la mise en œuvre du programme social de lutte contre la pauvreté initié par le gouvernement. Le vœu du président de la Fondation Lonassi est que ce centre de santé améliore sensiblement la prise en charge sanitaire de la population de Kimbiri-la et de tous les villages environnants. Chers parents, votre centre de santé est prêt. Le président de la Fondation Lonassi vous invite à en faire bon usage et à veiller à son entretien régulier. La Fondation Lonassi compte équiper le centre de santé de Kimbiri-la-Nord en matériel médical dans les jours à venir. Voilà, un centre de santé flambant neuf pour le bonheur des populations. L'enrôlement des travailleurs indépendants pour le compte du régime social avance bien. Ils sont près de 50 000 travailleurs à avoir déjà été enrôlés. L'opération d'enrôlement lancée en janvier dernier est depuis peu dans sa phase de vulgarisation. D'autres sites d'enrôlement de ces travailleurs indépendants devraient ouvrir à Abidjan et à l'intérieur du pays les semaines à venir. Objectif affiché par la CNPS, assurer une couverture sociale à ces travailleurs indépendants qui sera près de 7 millions sur l'ensemble du territoire national. Mahama Traoré. Ce jeudi, au grand marché de Koumassi, les vendeuses se font démarcher. Pendant les 3 mois, jusqu'à ce que tu reprennes les activités pour continuer encore à payer encore tes cotisations. Face à elles, des agents commis par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, pour les convaincre d'adhérer au régime social des travailleurs indépendants. Un produit censé assurer la couverture sociale des personnes exerçant à leur propre compte. Demain, quand on sera fatigué, s'il n'y a personne pour nous donner au moins où on a versé, là, on peut prendre pour se soutenir. C'est pour ça que ça m'intéresse. À ce jour, près de 50 000 personnes ont déjà souscrit au régime social des travailleurs indépendants depuis le lancement de la phase d'enrôlement en janvier dernier. Avec les équipes de proximité déployées sur le terrain, la CNPS décide d'accélérer le rythme pour faire bénéficier au grand nombre de travailleurs indépendants les 2 types de prestations prévues par ce nouveau régime. Un travailleur indépendant peut être blessé, malade. Il faudrait qu'au moment où il ne peut pas exercer son activité, avoir un revenu de remplacement. Il pourra toucher jusqu'à 50% de revenus que nous aura déclarés en cas de cette incapacité. Les travailleurs indépendants pourront également, pour le vieux jour, à partir de 60 ans, demander également une pension viagère à vie avec tous les bénéfices que vous connaissez pour leurs ayants droit, bien sûr, s'ils sont rappelés par Dieu.
Pour la CNPS, le défi reste d'enrôler les 7 millions de travailleurs indépendants que compte la Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de statistique. Et dans le fil de l'actualité également, cette formation sur initiative du ministère de l'économie et des finances, les acteurs des collectivités du district d'Abidjan étaient en formation sur le nouveau dispositif des marchés publics à Grand Bassam, une formation en vue d'optimiser les chances des acteurs des collectivités dans l'obtention des marchés. Jean-Jacques Kwame. Cette deuxième formation, organisée par le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF sur le nouveau dispositif des marchés publics, concerne les acteurs des collectivités du district d'Abidjan. Des collectivités dont le budget d'investissement occupe une place de choix dans le processus de passation des marchés publics. Le président Louis Kossi se réjouit de la mise en œuvre d'un nouveau dispositif dans la gestion des marchés publics. Et ce sera aussi un soulagement pour l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire qui, à tort ou à raison, estiment parfois que la procédure est fastidieuse, longue et lente. Cela impacte négativement les programmes triennaux et autres budgets primitifs de nos communes. Le nouveau code des marchés publics renforce le processus de transparence et s'appuie sur des procédures. Les procédures ont pour objet d'aider à identifier les moyens appropriés pour satisfaire au mieux les besoins exprimés. Les textes qui encadrent ce dialogue ainsi noué reposent sur le libre accès et l'égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires, la transparence des procédures, la libre concurrence. Après le district d'Abidjan, le PAGEF a pris l'engagement d'étendre cette formation aux acteurs des collectivités de l'intérieur du pays. Et puis marquons à présent une escale dans le sud Comoé où le conseil régional fait le bilan de ses réalisations et donne ses perspectives pour 2022. C'était dans la ville d'Aboisseau au cours de sa 3e réunion de l'exercice 2021. Une rencontre présidée par Eugène Akaouele, président du conseil régional du sud Comoé. Rencontre qui a vu la participation de l'ensemble du corps préfectoral, les chefs traditionnels, les élus, cadres et populations. L'on note de multiples réalisations dans les secteurs de l'éducation, la santé, mais aussi des actions sociales en faveur des populations. Konate Moussa. Plusieurs projets réalisés et en cours de réalisation présentés à cette 3e réunion du Conseil régional du Sud Comoé. Face au corps préfectoral, les têtes couronnées, les élus et cadres, le président Eugène Akaouele, saluant la construction du CHR d'Aboisseau, annonce de bonnes perspectives avec l'appui de l'État. Ce CHR inauguré qui va impliquer la pose de poteaux électriques pour une meilleure sécurisation, l'agrandissement et le prolongement de la voie, y menant en 2 fois 2 voies avec un meilleur trafic, ça c'est en perspective. Le bitumage achevé de la voie à Santiapou, la poursuite du bitumage des voiries de nos chefs-lieux de département et de sous-préfecture. Il a été également acté et mis en perspective le renforcement des capacités et le plateau technique de certaines structures sanitaires de la région, l'achèvement des études et l'indemnisation en cours des populations impactées par la construction du lycée professionnel et technique à Daou. Des actions de développement axées sur la santé, l'éducation et le bien-être. En plus de cela, l'accroissement des activités touristiques dans toute la région. Au sortir de la rencontre, le président s'est félicité de la tenue des échanges. Cette session a respecté l'esprit des textes. Le conseil régional doit être un cadre privilégié d'échange et de concertation entre les intelligences de la région. Monsieur le préfet a bien souligné qu'aujourd'hui, il y a eu une vivacité des conseillers régionaux qui, par leur contribution, ont animé la session. Nous enregistrons beaucoup de bons points et nous allons nous attacher très prochainement à corriger là où ça n'a pas totalement marché. Le social demeure au cœur des actions du Conseil régional du Sud Comoé. Un fauteuil roulant est offert à ce jeune fermier, plus un montant d'1 million de francs CFA. Ce couple également reçoit un financement de 18 millions de francs CFA pour une activité génératrice de revenus.
Et dernier point à l'affiche de cette édition, ce coup de force ce lundi matin au Soudan. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et décrété l'état d'urgence après l'arrestation de plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile. La plupart des ministres, dont le Premier ministre et les membres civils du Conseil de souveraineté qui dirigent la transition dans le pays. On note également la présence de nombreux manifestants dans les rues de Khartoum alors que les syndicats appellent à la désobéissance civile. L'armée aurait tiré à balles réelles sur des protestataires devant les quartiers généraux de l'armée. On continuera bien sûr de suivre avec attention l'évolution de l'actualité dans ce pays. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.